juste pour finir, notre beau cycle de Rankine. Donc, la dernière étape, c'est une évaporation isobare. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un transfert de chaleur QH, ici, c'est QH au fluide moteur à pression constante par la chaudière, par le réservoir chaud. Donc ici, notre état va de l'état, ça c'est l'état 4, et on va jusqu'à l'état 1. Et vous, ici, le système est à, il est comme liquide comprimé. En température, ici, le système, si ça c'est la température TH, cette liquide-là, ici, il y a un isotherme aussi. Fait ça. Alors, ça c'est la température 4. Que la température 4 est un peu plus petite que la température de réservoir chaude. Même chose ici, la température 1 est légèrement plus grande que la température TH. Mais grosso modo, la grosse partie du procédé, ça se fait à température constante. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas à température constante, parce que ce n'est pas isotherme au complet, mais il est tout le temps isobare et tout le temps à la même pression. Donc cette évaporation-là, le liquide entre et va sortir comme vapeur. Donc il rentre comme liquide comprimé, il va passer liquide saturé, de liquide saturé à vapeur saturé, et le vapeur saturé va passer à liquide à vapeur surchauffée. Si on fait même, donc il passe de liquide comprimé à vapeur surchauffée. Si on regarde ça en fonction de notre beau diagramme température-entropie, donc on voit que le procédé est isobare, que la température augmente, c'est-à-dire la température augmente de cette valeur-là à cette valeur-là. Après ça, il y a procédé isotherme et isobare, et après ça, il y a une autre légère augmentation de la température. Bien sûr, ici, le système passe des liquides comprimés à vapeur surchauffée. Évidemment, il y a une augmentation de l'entropie. Donc, notre procédé va de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, ça, c'est la transformation qui va de l'état 4 jusqu'à l'état 1. Si on continue et on fait notre petit bilan d'énergie, donc cette QH, c'est le débit fois la différence d'enthalpie. Ici, on peut faire la même chose, on peut calculer le QH comme l'intégrale de N T différentielle de S entre l'état 4 et l'état 1, et cette intégrale-là est représentée par l'air qu'on voit en bas de la courbe. Des procédés de la courbe T différentielle de S. Donc cette R-là, ça représente QH. En faisant un petit résumé de ce qu'on vient de voir, on se rend compte que la chaleur est égale à l'air sous la courbe de température-entropie, même cas pour le QC, donc QH, QC, et la différence entre les deux, ça nous donne le travail né. Ça veut dire, en résumé, le travail né est égal à la somme de travail de la pompe plus le travail réversible qui se fait dans la turbine, mais ça c'est égal à la différence entre QH et QC. Alors, en revenant à le cycle de Rankine, à l'efficacité qu'on avait déjà vu dans le cycle des Carnot, on peut voir ici que dans le cycle de Rankine, c'est toujours l'énergie gagnée par rapport à l'énergie à payer. Ça veut dire le travail né, c'est l'énergie qu'on gagne, et QH, c'est le travail qu'on paye. Et en faisant un petit bilan, donc le travail né qui est égal à QH moins QC. Donc l'efficacité de Rankine est égale à W né sur QH, ou QH moins QC sur QH. Ici, dans ce cas-là, il n'y a pas aucune relation par rapport à la température. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver le même propriété qu'on avait déjà trouvé dans le cas des Carnot, qui
Cette ratio, on peut le calculer en fonction de ratio de température absolue, mais dans ce cas, ça ne marche pas. Donc ici, il faut calculer QH, il faut calculer QC. Donc, si on fait, par contre, toute cette valeur-là, on peut le calculer en fonction de cette enthalpie. Donc, l'efficacité de Rankine, ça va être H2 moins H1 plus H4 moins H3 valeur absolue entre H1 et H4. Donc, ça va nous permettre de calculer l'efficacité de Rankine. Si on fait une petite comparaison par rapport au cycle de Carnot, on peut voir que dans le cycle de Carnot, dans notre diagramme température-entropie, on se rend compte que tous les procédés sont ça veut dire le cycle suivre cette petite carré là. Donc on a des 4 en 1, c'est l'expansion c'est la première expansion que souffre le gaz. Ça, c'est la compression. Ça, c'est le procédé adiabatique. Et dans ce cas-là, la température est constante de 4 à 1 et de 2 à 3. On se rappelle qu'ici, c'était une expansion isothermique. Ici, c'est une compression isothermique. Donc, le procédé 3 à 4 et de 1 à 2, c'est le même pour les deux cycles. Ça veut dire qu'il n'y a pas un changement d'entropie. Par contre, dans le cas de la température, dans le cas de Carnot, c'est la température constante, tandis que dans Rankine, c'est la pression constante. Voici une petite différence entre le cycle de Carnot et le cycle de Rankine. En plus, ce qu'on vient de voir tantôt, qu'on a remarqué dans le diapo précédente, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les températures absolue et les chaleurs qui est dégagée dans deux réservoirs chauds et de réservoirs froids. Et il y a une autre petite remarque qu'il faudrait faire dans les calculs des propriétés. Et on se rappelle ici que, en fait, dans tous les états, il n'y a pas de problème. Les propriétés sont faciles à déterminer à partir d'une table de données. Par contre, dans le cas de l'état 4, il y a une particularité, c'est que l'état 4, c'est le liquide comprimé à la température T4 et à la pression P4. Alors, généralement, les tableaux des liquides comprimés ne sont pas assez complets pour aller chercher ce qu'on a besoin. Donc, généralement, il faut faire des petites approximations. Donc, par exemple, ici, on peut voir que dans l'état K, dans l'état 4, il va avoir une enthalpie 4 à la température T4 et à la pression P4. Mais si on fait cette température T4, c'est une température qui est entre TH et TC. C'est une température intermédiaire, donc c'est pas la même température que TH. Une autre particularité qu'on peut voir ici, c'est que si à cette température-là, mais par contre, pour cet état de liquide comprimé, il passe un isotherme, ça veut dire T4. Dans l'isotherme T4, il y a aussi un liquide qui est comprimé, donc un liquide qui est saturé par exemple. Donc ici on peut voir le liquide saturé à la température T4, ça c'est le liquide comprimé à la température T4 mais à la pression P4. Ici c'est à la pression de saturation qui correspondent à T4. Donc ici, on peut voir qu'entre les points verts et les points rouges, il n'y a pas une grosse différence. Donc ici, dans ce point-là, ça c'est l'enthalpie de liquide saturé à la température T4 et à la pression de saturation. Tandis que ce point-là, c'est l'enthalpie de liquide comprimé à la température T4 et à la pression P4. Ici, on peut voir que la différence entre cet état-là, l'état vert et l'état rouge, c'est la pression. Alors, comme le liquide c'est un fluide non compressé, incompressible, ça veut dire que, entre autres, quelques propriétés ne changent pas avec la pression. Par exemple, le volume spécifique. Mais l'enthalpie aussi. Le fait que le volume spécifique ne change pas grand-chose, ça fait en sorte que l'enthalpie ne change pas grand-chose non plus. Donc, ça veut dire que des propriétés comme l'enthalpie et le volume spécifique vont avoir beaucoup plus d'influence
quand il y a changement de température que quand il y a un changement de la pression. Donc dans ce cas-là, on peut faire une petite approximation et on peut dire que cette enthalpie 4, à T4 et à P4, on peut l'approximer avec la température de liquide saturé à T4. Ça veut dire cette enthalpie rouge. Donc l'enthalpie vert, on va la calculer comme l'enthalpie rouge parce qu'il n'y a pas une grosse différence. Même chose pour la volume spécifique. Donc le volume spécifique de cette liquide comprimé, on peut le approximer comme le volume de liquide saturé à la même température. Donc ça va être la température, la variable qui va avoir beaucoup plus d'influence dans les calculs des propriétés thermodynamiques. Même chose pour l'énergie interne et pour l'entropie aussi. Voilà, c'est ça qui... Donc,